j'interviens en tant que linguiste pour parler du jeu d'un point de vue linguistique. Je vais apporter tout de suite quelques nuances par rapport à mon titre qui semble un peu général. Je n'ai pas la prétention de modéliser tous les types de jeux de mots et je ne saurais pas résoudre cette énigme et cette dichotomie qui consiste à dire que l'homme et la machine sont tout le temps en concurrence sur l'intelligence. Et la deuxième nuance, c'est je vais sortir plutôt des sentiers battus, de ce qu'on parle de jeux de mots, de vous présenter des jeux de mots qui n'attirent pas beaucoup d'attention et aussi sur les dernières tendances du jeu de mots qu'on peut témoigner. Alors, voici le plan de ma présentation. Donc, je vais vous parler d'abord de deux types de jeux de mots spéciaux, le jeu de mots et le mot d'esprit, qui sont des distinctions assez anciennes. Je vais vous parler quelques cas spécifiques sur le jeu de mots et également sur le ludisme des jeux langagiers, pourquoi le jeu de mots fait rire, pourquoi le jeu de mots est drôle. Et finalement, je vais proposer une tentative de traitement linguistique et automatique sur la génération de jeux de mots via une application que j'ai développée avec un collègue dans un cadre d'un projet financé par le GIS Jeux et Sociétés. Alors, la distinction entre le jeu de mots et le mot d'esprit, en fait, est très très ancienne. Il s'agit d'abord des figures que Pierre Guiraud qui définit comme les figures de mots et les figures de pensée dans sa collection de Que sais-je sur les jeux de mots. En fait, il consiste principalement à distinguer des figures de style, donc dans le domaine de la rhétorique. Donc il y a beaucoup de littérature là-dessus. Je vous donne deux exemples. Par exemple, la paronomase, c'est un style de deux mots, un style de jeu qui consiste à jouer sur les deux mots, dont des sonorités sont semblables. On peut dire qui vole un œuf, vole un bœuf. Vous voyez, œuf et bœuf sont ressemblants phoniquement. Il y a qu'une constante de différence. Bizarre, beaux-arts, baiser, dans Ionesco. Chez Ionesco, vous voyez que ici on joue sur la répétition de certaines voyelles. Et aussi à l'antanaclase, ça c'est deux homophones qui ne sont pas synonymes. Par exemple, la phrase qui est très connue de Pascal, « la cœur a ses raisons que la raison ne connaît point ». Ici, les raisons n'ont pas la même signification. Ou alors, la phrase de Desproges, « l'intelligence, c'est comme les parachutes, quand on n'en a pas, on s'écrase ». Il joue sur la polysémie du mot « intelligence » dans son contexte-là. Alors, jeu de mots a un aspect très psychanalytique. Freud s'y intéressait beaucoup dans l'aspect d'analyse psychologique du jeu de mots. Lui, il préfère le jeu d'esprit que le jeu de mots même. Et lui, il distingue clairement une hiérarchisation entre le jeu de mots et le jeu d'esprit, qu'il appelle mot d'esprit dans Witz. Donc la classification qu'il a pu établir, en fait, distingue les jeux de langue selon différentes configurations sur la matérialité de la langue. Donc
il y a double sens, modification d'assonance, jeu de mots, qui considère que c'est un jeu qui joue sur la matérialité des mots, mots d'esprit, caricaturant, caractérisant, réplique caustique, etc. Et Freud, il essaye de définir la technique de mots d'esprit, qu'il considère supérieure par rapport au jeu de mots. C'est une condensation avec légère modification, et comme l'on peut s'y attendre, plus cette modification est légère, plus le mot est spirituel. Donc, il considère que le mot d'esprit prime avec la finesse dans la manière dont on joue sur la langue. Et il continue de dire: la technique du mot d'esprit consiste à employer un seul et même mot, le nom, de deux façons différentes, une première fois dans son entier, une seconde fois décomposé en syllabes à la façon d'une charade. Donc c'est une manière assez restreinte de Freud de concevoir ce qu'est un mot d'esprit. Il comporte deux volets, un volet très matériel qui est composé de syllabes et l'autre volet qui est composé de sens, de signification. Alors, maintenant, je vais aller faire des analyses sur des cas assez spécifiques. Par exemple, j'ai fait ma thèse sur ce type de jeu de mots qui s'appelle le défigement, qui consiste à détourner des expressions figées, des dires, des façons de parler. On voit beaucoup ce genre de jeu, par exemple, dans le Canard enchaîné, souvent par substitution, la voix de la jungle, par ressemblance phonique, renvoie à la loi de la jungle. Vers mine de rien, aussi par la ressemblance phonique, renvoie à mine de rien. Si on regarde ce type de jeu, on voit que la sonorité, la phonie, passe avant la signification. La preuve, c'est que quand vous dites vermine de rien, c'est une structure agrammaticale, il n'y a pas de sens. Mais on voit très bien qu'en filigrane, il y a l'expression figée mine de rien qui transparaît sémantiquement. Et il y a bien sûr d'autres façons à jouer par moule. Touche pas à mon pote, excusez-moi pour cette coquille, touche pas à mon pote a été défigé en plusieurs déclinaisons. Touche pas à mon despote, touche pas à mon porc, pas touche à l'aspartame, touche pas à ma bonne. Tous ces exemples-là sont extraits du Canard enchaîné. C'est pour vous dire qu'il y a une codification de certaines structures qui reviennent régulièrement dans ce journal. Maintenant, passer à un cas qui m'intéresse beaucoup, c'est le cas de Boris Vian. Lui, il parle de la pataphysique, c'est-à-dire la science de l'absurde. Donc, Boris Vian a un esprit littéraire, mais aussi d'ingénierie. Donc c'est un mélange de logique en fait dans la façon dont il joue sur la langue. Par exemple, il dit Dieu égale 2 plus I moins X égale à 2 plus I moins X. Mathématiquement, c'est parfait. Il n'y a pas de faute parce que si on enlève une lettre et on rajoute une autre lettre, évidemment, 2 égale 2 en tant que chiffre plus I moins X. Mais si on ajoute Dieu plus Dieu, là, ça pose un problème. Vous voyez, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, on renvoie au monde, si vous voulez, mondain, pour dévalider, en fait, l'hypothèse du premier jeu mathématique. Donc, c'est cette absurdité et comment dire, ce conflit conceptuel et ce conflit de façon de jouer
qui est très intéressant, qui d'ailleurs n'a pas reçu beaucoup d'écho, que je regrette profondément. Et un autre cas de pataphysique et de Vian, il s'intéresse beaucoup aux proverbes. Hein. Un bon chat, bon rat se prête à de mirifiques transformations, puis la lumière se fit, donc il décrit la scène où il trouve le jeu. Vous voyez, un bon CH, bon R, est parfaitement correct, émet 15 water, en firent bientôt 25. Lorsque je me mis en devoir d'ajouter des quantités égales de positives, imaginaires ou réelles, aux deux termes. Or, vous voyez, ma découverte, il y a là une source quasi infinie de nouveaux proverbes. Effectivement, si on remplace les voyelles qui ont... pardon, si on enlève les mêmes voyelles des deux mots et on les remplace par d'autres voyelles, on crée beaucoup de possibilités. Par exemple, il y a un bon chien, bon rien. On remplace A par ien. Un bon chameau, bon rameau. Un bon chabot, bon rabot. Ça, c'est le mot que j'ai créé moi-même. Ça passe pas très bien. Mais c'est pour vous dire que c'est un générateur. Il nous a donné des règles de générer des mots. Et là, c'est un exemple du jeu sur le proverbe « tant va la cruche à l'eau qu'à la fin qu'elle se casse ou qu'elle se brise ». Donc, il a développé sa théorie sur des dizaines de pages pour délivrer une analyse mot à mot sur ce proverbe. Il dit « tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, il y a davantage d'eau ». Pourquoi ? C'est aller trop vite en besogne. La vache ne va-t-elle pas au taureau ? Et elle en revient pleine, l'eau est le mal de la cruche. Si on compare ces deux raisonnements, j'ai tendance de lui donner raison. Je m'égare, monsieur, vous le voyez, ne faites rien pour me retenir, qui m'empêche alors de déclarer aussitôt, tant va à la cruche, à l'eau, qu'à la fin, il n'y a plus d'eau. Effectivement, si on continue, on n'a plus. Voilà, je vous épargne la dernière phrase. C'est pour vous dire que si on mélange les deux logiques, on sort du cadre matériel, on sort du cadre sémantique. Et on donne raison à un autre aspect qui n'est pas un aspect conventionnellement prévu par la langue. Alors, ça c'est un autre cas qui est très connu, donc le cas de calligramme d'Apollinaire. Ça c'est Apollinaire utilise la matérialité de la langue. Vous voyez que tous ces traits de mots qu'il a disposé sur un papier, c'est en fait considéré comme des signes sémiotiques hein, qu'on voulait dessiner. En fait. C'est comme des traits de dessin, etc. Sauf que ces traits sont signifiants parce que sont des lettres. Donc ce dessin a une double fonction, à la fois interprétative parce que c'est la langue, mais à la fois visuelle aussi. Parce que quand on voit ça, on comprend très bien qu'il s'agit d'une dame avec un chapeau, et ça colle parfaitement aux lettres, au sens des lettres qui composent ce dessin. Idem pour ce dessin-là avec le cheval. Donc c'est aussi un vers qu'il a composé. Homme, vous trouverez ici une nouvelle représentation de l'univers en ce qu'il a de plus poétique et de plus moderne. Homme, 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 homme. Je pense qu'il imite les hennissements d'un cheval. Laissez-vous aller à cet art où le sublime n'exclut pas le charme et l'éclat ne brouille pas la nuance. C'est l'heure ou jamais d'être sensible à la poésie car elle domine tout terriblement. Donc, il vous donne, c'est pas le même type de jeu, mais j'utilise toujours la matérialité de la langue pour donner une sorte de teasing
de son poème. Alors, si on pousse ce raisonnement très très loin, on change de continent. Est-ce que ce genre de pratique est assez courante en fait dans des langues qui ne sont pas phonogrammiques? Par exemple, en chinois, les peintres des anciennes époques, en fait, ils jouent tout le temps entre la langue qui est déjà une sorte de dessin et le dessin qui va dessiner. Alors, ce poème, 6月鹌鹑和出家，天津桥上小儿夸，一经且作千金事，传到来春对菜花. Vous voyez, même si vous ne comprenez pas chinois, vous avez dû percevoir, excusez-moi, pour les sinophones, vous avez dû percevoir une sonorité dans ce poème-là. Mais il y a un sens caché dans ce poème, parce que quand vous voyez les cailles que le peintre a dessinées, vous voyez qu'on voyait les blancs de leurs yeux. Ça renvoie à une expression en chinois. Quand on voit les blancs des yeux, ça veut dire qu'on se moque de quelqu'un. Donc c'est une signification cachée. C'est l'auteur, en fait, c'est un portrait d'autodérision de l'auteur qui se compare à ses cailles pour dire qu'il a vécu une situation très difficile parce qu'il était prince déchu qui est devenu moine bouddhiste, ensuite est devenu moine taoïste. Voilà. Et un autre cas spécifique, c'est les dernières tendances sur les réseaux sociaux, c'est le mème. Donc même concept qui est massivement repris, décliné et détourné sur Internet de manière souvent parodique, qui se répand très vite, créant ainsi le buzz. On voyait souvent et ça se propage à une vitesse virale. Par exemple, là, vous voyez, sur ces deux photos-là, My planet needs me, I must go, my people need me. C'est une sorte de parodie d'un épisode de la famille Simpsons. Donc en fait, c'est une parodie. C'est une façon de renvoyer les photos à leur source. Donc cette façon de jouer est très efficace avec les réseaux sociaux. Et il ne faut pas aussi non plus confondre la faute et le jeu de mots, parce que souvent on considère des fautes intentionnelles peuvent devenir des jeux de mots. Si on suit le raisonnement d'Henri Frey, effectivement, les fautes sont jamais inintentionnelles, mais si on considère ces phrases-là, je sais pourquoi on dit heureux Disney, parce que ça rend heureux. Pourquoi est-ce que le dentiste a enlevé tes Molières? Regarde maman, des zombies. Voyez, regarde la dernière phrase, l'enfant il voulait dire des bisons, en fait. C'est parce que l'enfant il connaissait pas le vocabulaire exact. Mais dans ce cas-là, on ne peut pas dire que c'est des jeux de mots parce que c'est inintentionnel. Donc la part de l'intentionnalité est très importante et primordiale dans ce qui est le jeu de mots. Parce qu'il faut vouloir et pouvoir jouer sur la langue, qui présuppose une maîtrise de la langue, ce qui n'est pas le cas de l'enfant. Alors, maintenant, le ludisme, on va étudier on va parler de pourquoi les jeux font rire. Bergesen, il a une théorie qui dit que le rire, en fait, c'est une somme de vouloir de théâtralisation de la part des locuteurs. Parce que chacun d'entre nous a une scène prédisposée, normée dans notre esprit. Donc quand on voit quelque chose qui dépasse les normes, ça fait rire, parce qu'on n'est pas habitué à cela. Et quand ça fait rire, c'est souvent une combinaison de circonstances. Quelqu'un qui trébuche, qui tombe,
il y a des gens qui rirent de lui parce que c'est pas une scène habituelle et que c'est parce que les gens avaient déjà dans leur tête une scène habituelle qui est personne ne marche, ne tombe pas. Il y a aussi l'effet de l'interférence de deux systèmes d'idées conceptuelles. Donc, je vais passer. Alors, donc pour aller dans le concret, il y a par exemple les travaux de Bruno de Foucault qui travaille sur la matérialité des jeux phoniques et graphiques, qui a établi c'est pas un linguiste, hein, c'est un biologiste qui a établi une typologie des jeux de mots selon les possibilités de transformation. Alors, si on suit son raisonnement, toutes les figures de style peuvent être formalisées et modélisées, mais avec des termes bien sûr différents. Par exemple, je vous donne un seul exemple, c'est par exemple l'homophonie, une transformation partielle. L'homophonie, c'est une transformation partielle ou totale du signifiant avec un invariant phonologique qui produit une homophonie, ce qui n'est pas le cas dans les définitions classiques de la rhétorique. Alors, effectivement, avec mon collègue Gaël Lejeune, qui est maître conférence et informaticien à Sorbonne, nous avons fait des tentatives de traitement automatique dans le cadre d'un projet financé par le GIST en 2016. Le projet consiste à créer un générateur de jeux. Alors, voilà notre chaîne de traitement. On considère qu'on peut intégrer en fait des paires de permutations phoniques, surtout des paires minimales, dans le cadre des oppositions soit bilatérales, soit multilatérales. Donc là, vous voyez que les vernis à ongles, les deux occlusives sont interchangeables. Idem pour rus et ruse, les deux fricatives aussi sont interchangeables. Et graphiquement, on utilise la distance de Levenstein qui consiste à calculer la distance graphique entre deux chaînes de caractères. Donc, il faut donc créer des groupes de permutations graphémiques. Donc, on remplace certains graphèmes par d'autres graphèmes et en même temps, on va interagir, on va échanger des phonèmes à opposition bilatérale ou multilatérale. Ce qui donne la formule suivante. Donc, c'est un score de Sondex, qui est une bibliothèque de Python, donc une langue de programmation, multiplié par la distance de Levenstein plus 1. On obtient les résultats suivants. Donc, si on défige, entre guillemets, si la machine défige, il prend le taureau par les cornes, il donne des scores. Il prend le taureau par les cornes, il prend le taureau par les carnes, il prend le tarot par les cornes, il prend les tarots par les carmes, etc., etc. Donc, la machine génère des candidats à jeu de mots, en fait. Mais, vous voyez, ces résultats générés ne sont pas systématiquement drôles. Donc, vous voyez, c'est ça le problème, c'est que la machine donne des possibilités, mais la machine ne dispose aucune capacité cognitive pour les apprécier. Voilà ma conclusion. Merci, Licia.